commencer donc, pour cette dernière rencontre de la SACD dans ce festival de Cannes, où nous recevons Lionel Bertinet, donc, qui est le nouveau directeur du cinéma du CNC. Je ne vais pas être très long, je vais plutôt lui céder la parole, mais simplement juste en quelques propos introductifs. Là, c'est vrai qu'on arrive dans ce Cannes dans un moment aussi où il y a eu un regain de la fréquentation cinématographique qui a un peu tardé par rapport à d'autres genres. Je pense notamment au théâtre où la fréquentation a rebondi un peu plus tôt. Là, on voit qu'il y a un mouvement qui est en train de se dessiner. Évidemment, on espère que ça va être un mouvement pérenne et qui va durer, puisque c'est bon pour l'ensemble de la filière. Mais je vais céder la parole à Lionel pour qu'il nous parle un peu, lui, de son analyse du contexte actuel, des enjeux et puis aussi des projets qui peuvent être ceux du CNC dans ce contexte. Très bien, merci Guillaume, bonjour à toutes et à tous, et merci de me recevoir ici. Alors effectivement, peut-être pour commencer, rebondir sur tes propos préliminaires sur la fréquentation. C'est vrai que cette année, on sent qu'à Cannes, tous les professionnels ont retrouvé largement le sourire par rapport à l'édition de l'an passé. Il faut dire que effectivement depuis le début de l'année 2023, chaque semaine, la fréquentation retrouve des couleurs et on en est effectivement aujourd'hui après, sur les 12 derniers mois précédents à plus de 170 millions d'entrées et donc l'espoir que caressaient certains, l'espoir un peu fou que d'autres trouvaient utopique de finir l'année 2023 à près de 200 millions d'entrées. Je ne sais pas si on va les atteindre, mais en tout cas, ce n'est pas totalement impossible. Donc évidemment, on ne peut que s'en réjouir après ces 3 années de crise sanitaire et toutes les difficultés évidemment qui en ont découlé pour l'ensemble du secteur et pas seulement pour les salles de cinéma fermées des centaines de jours. Alors au-delà de cette touche d'optimisme et comme un peu l'intitulé de cette rencontre était sous le sceau de la question de la diversité de la création, pour moi ça nous conduit immédiatement une interrogation sur la répartition de cette fréquentation qui retrouve encore une fois des couleurs. La question de savoir si cette hausse de la fréquentation profite à tous les films, toutes les cinématographies et je dirais des genres les plus divers, des films d'auteur au blockbuster en passant par les films plus généralistes, des comédies familiales ou autres. On sent bien, sans qu'on ait encore aujourd'hui réellement étudié finement la répartition, la fréquentation on va dire, de ces quelques derniers mois, on sent effectivement une crainte d'une partie de la profession que ces entrées se concentrent sur un nombre plus restreint de films. Pas forcément d'ailleurs des films, je dirais, qui étaient initialement destinés à conquérir un large public. On trouve aussi dans les succès de ces derniers mois des films d'auteur, des films recommandés à réessai, mais en revanche, c'est vrai qu'il semble, encore une fois, je mets des conditionnels et des bémols parce que on n'a pas encore pu étudier finement ce qui se joue aujourd'hui dans les salles de cinéma, mais on sent que les succès peuvent être tout à fait au niveau de ce qu'ils étaient avant la crise sanitaire, mais on sent, voire on constate chaque semaine que les échecs en salle peuvent être plus violents qu'ils ne l'étaient avec des films qui disparaissent des affiches des salles de cinéma très vite et finalement finissent leur carrière avec des entrées en nombre extrêmement restreint. Donc évidemment, ça interroge la politique menée par le CNC et le pouvoir public sur les manières de favoriser la diversité de la création. Alors naturellement, au niveau
de l'écriture et de l'acte créatif lui-même, mais également en termes de diffusion dans les salles. Et donc, pour répondre à ta question sur ce que le CNC voit comme principaux chantiers dans les mois à venir, finalement, il découle de ces deux interrogations que je viens de synthétiser, c'est-à-dire à la fois comment améliorer différentes manières nos dispositifs de soutien à la création et à la diversité de la création d'une part, et puis peut-être qu'on reparlera plus précisément des dispositifs d'aide à l'écriture et le soutien au scénario d'une manière générale. Ça, c'est le premier pan. Et le second, c'est évidemment le sujet de la diffusion dans les salles. Et finalement, comment faire pour atteindre le double objectif que d'ailleurs le législateur a donné à l'action des pouvoirs publics, c'est-à-dire favoriser la diversité de l'offre dans les salles et la plus large diffusion des films sur tout le territoire et au profit de tous les publics. Alors peut-être commencer par ce second volet parce qu'il est lié à une actualité assez forte pour le CNC, pour les pouvoirs publics. Il y a une heure de cela, je crois, vient de sortir le rapport du Sénat mené par la Commission des affaires culturelles du Sénat, le rapport porté notamment par le sénateur des Bouches-du-Rhône, Jérémy Bacchi, qui lui sort aujourd'hui 24 mai et fait suite à un autre rapport du Sénat, du sénateur, enfin là de la Commission des finances du Sénat, du sénateur Robert Carucci, qui est sorti il y a une semaine à peine. Je ne sais pas si c'est Cannes qui suscite comme ça, sans doute un peu la sortie de rapport. Et ces deux rapports donc faisant suite au rapport que là pour le coup le gouvernement, enfin la ministre de la Culture et le ministre de l'Économie et des Finances avait confié à Bruno Lasserre, qui est sorti il y a quelques semaines de cela, là aussi sur ces problématiques de régulation du secteur et de soutien et de régulation de la diffusion en salle. Alors, je reviens pas sur le rapport Carucci qui en réalité ne s'intéresse pas du tout à ces questions-là, mais à surtout ou alors de manière très indirecte, mais surtout un regard, on va dire, sur les différents outils fiscaux d'aide à la production, notamment le crédit d'impôt et les SOFICA, et même sur malheureusement la perception des taxes par le CNC. Donc ça, je vais pas m'y attarder, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, le rapport de Jérémy Bacchi, le rapport du Sénat qui sort aujourd'hui, en fait s'inscrit dans la continuité du rapport de Bruno Lasserre, en reprenant à son compte un certain nombre de propositions du rapport Lasserre, notamment de nature législative, et qui donc pourraient, enfin en tout cas c'est évidemment notre souhait, toucher sur une proposition de loi sénatoriale qui nous permettra au cours des mois à venir, on l'espère dès l'automne, on verra selon le calendrier parlementaire qui est un peu complexe en ce moment, donc on peut l'espérer, qui nous permettra à l'automne de renforcer, d'améliorer nos dispositifs de soutien à la diversité de la diffusion dans les salles. Et sans entrer dans les détails techniques, en réalité l'essentiel du sujet tient à deux outils de régulation que sont les engagements de programmation des exploitants d'une part, donc dispositif qui a pour objet de permettre, enfin en tout cas de pousser les exploitants à prendre des engagements permettant une véritable promotion de la diversité de l'offre dans leur salle. Ça c'est le premier point, mais et pour moi je les mets vraiment à égale importance sur le second plan, c'est le dispositif des engagements de diffusion qui avait été imaginé par l'accord interprofessionnel de 2016, mais avec une véritable fragilité juridique qui en réalité avait un peu vidé de toute efficacité le dispositif. Là, l'idée, autant les engagements de programmation
in fine, permettent d'assurer un meilleur accès de tous les types de films aux salles, en évitant que certains films ou certaines cinématographies aient une place trop grande sur les écrans et ne laissent pas de place pour tout type de film. Ça, ce sont les engagements de programmation. Le pendant, les engagements de diffusion, c'est l'autre objectif d'intérêt général qu'il cherche à atteindre en permettant un meilleur accès des salles sur tout le territoire aux films et partant de toutes les populations, y compris des zones rurales, y compris des petites agglomérations, à tout type de films et notamment ceux qu'on voit ces jours-ci à Cannes, donc les films de la diversité, les films d'auteur, les films recommandés plus largement à réessai. Donc voilà, sur le volet de la diffusion en salle, vous l'aurez compris, il y a à attendre des prochains mois des chantiers réglementaires importants, législatifs, mais pas seulement. Je vais pas du tout m'y attarder, mais il y a aussi tout le volet de soutien aux salles à réessai qui interroge en réalité et Bruno Lasserre et la mission sénatoriale et j'ai envie de dire plus largement toute la profession. C'est un dispositif, le classement RSA, évidemment, qui a une importance cruciale pour les salles de cinéma, mais aussi pour toute la filière, puisque ce sont naturellement dans ces salles, ou en tout cas ce sont ces salles qui ont vocation à avoir la programmation la plus diverse. Le CNC y consacre des moyens extrêmement importants et en croissance forte. Et en fait, ce classement, je dirais, ces modalités interrogent beaucoup, notamment sur la promotion au sein de ce classement des films les plus alors j'aime pas le terme de films fragiles, mais enfin en tout cas les films recherche, on va plutôt préférer ce terme, les films recherche qui ont une diffusion nationale plus faible. Mais bon, j'y reviendrai si vous avez des questions, mais je vais pas m'y attarder. Donc ça, c'est voilà le premier volet, je dirais le premier pan du programme collectif d'ailleurs, qui nous attend dans les prochains mois avec l'ensemble des organisations professionnelles et au-delà également avec le Parlement. C'est sur ce volet de régulation de la diffusion en salle. Alors. Le second volet, donc la diversité de la création, le soutien à la diversité de la création. Alors j'ai un peu souri en voyant le titre du débat, enfin la rencontre, pour la raison suivante, c'est que le CNC est en train de mettre en place un peu une réorganisation de ses directions. Et on vient justement de créer au sein de la direction du cinéma un service du soutien à la diversité de la création. Alors, c'est pas un chantier nouveau. En réalité, ce service qui appartenait auparavant à la direction de la création des territoires et du public n'a pas changé à une petite exception près dans son périmètre et ses missions. Mais l'intérêt qu'on a vu à créer ce service et à le rattacher à la direction du cinéma, c'est celui de créer finalement des synergies, une meilleure imbrication des différents dispositifs d'aide et notamment des dispositifs d'aide à l'amont, des dispositifs d'aide à l'écriture, par finalement le placement dans une même direction du CNC, la direction du cinéma, à la fois des aides au court-métrage, de l'aide du fonds d'aide à l'innovation documentaire et des dispositifs que vous connaissez bien de soutien au scénario et à la création et à l'écriture plus largement. Donc pour moi, de ce point de vue-là, les chantiers qu'on va pouvoir, je dirais, mener avec d'autant plus d'efficacité que ils seront menés au sein d'une même direction avec évidemment un dialogue, des échanges facilités entre ce service, entre le service des aides sélectives à la production et à la distribution et
le service du soutien à la production et à la distribution dirigé par Valentine Elira qui est dans cette salle. Donc par ces échanges entre ces trois services, à la fois sur les dispositifs, mais même j'ai envie de dire au quotidien, dans le suivi des parcours d'aide sur un même projet ou de la part d'un même auteur, sur le passage du court métrage au long métrage, on va pouvoir, enfin en tout cas c'est mon objectif, permettre une plus grande fluidité, des échanges peut-être plus facilités. Il n'en demeure pas moins que je pense qu'il faut qu'on garde en tout cas moi c'est un autre objectif pour les mois et l'année à venir, c'est d'améliorer encore nos différents dispositifs d'aide à l'écriture. Ils ont été tour à tour renforcés depuis une dizaine d'années et y compris depuis le début de la crise sanitaire. Quand je dis renforcé, c'est à la fois en termes budgétaires. J'ai essayé de trouver un chiffre sur la totalité des aides à l'écriture. Alors du CNC, un cinéma plus audiovisuel, entre 2020 et 2022, ça a été une croissance des budgets de 25%, ce qui est assez unique au sein du CNC sur cette période récente, hors et d'exceptionnel Covid, j'entends, enfin lié à la crise sanitaire. Mais au-delà de ce renforcement budgétaire, pour moi les perspectives, c'est à la fois réfléchir à comment accompagner davantage le risque, alors à la fois le risque pris par les auteurs mais aussi par les producteurs. C'est, je le disais un peu en filigrane, simplifier le parcours de soutien aux œuvres. C'est vrai que notamment je pense pour un auteur débutant, il y a quand même, il faut bien le dire, une complexité, une multiplicité, je vois monsieur qui opine au premier rang, dans les différents dispositifs du CNC. Donc il y a sans doute à la fois, et on s'y emploie déjà, tous les mois on organise par exemple des rencontres ouvertes à tous pour expliquer comment fonctionne le dépôt des aides à l'écriture au sein du CNC. On a un bureau d'accueil des auteurs. Enfin, on a déjà des initiatives en ce sens, mais on peut encore, je pense, davantage faire davantage de pédagogie, mieux expliquer, et peut-être même, sans doute, il y a une nécessité de simplifier les dispositifs eux-mêmes, les modalités de dépôt, les passerelles entre les différents guichets, etc. Et puis l'autre perspective aussi, qui là aussi n'est pas nouvelle, mais qui continue, je pense, qu'il faut continuer à interroger, c'est la problématique, en tout cas l'objectif de favoriser la collaboration artistique. Alors ça peut prendre plusieurs aspects. C'est évidemment la coécriture, l'écriture collective, même si j'en fais pas une fin en soi, mais il n'empêche que on y voit collectivement, je pense, beaucoup de vertus. Et puis la collaboration artistique, on s'y est employé aussi de manière relativement modeste, mais quand même, il me semble importante, en permettant à des auteurs qui viennent d'autres disciplines, du théâtre, des pièces radiophoniques, de la littérature, de pouvoir accéder à nos dispositifs d'aide de soutien à l'écriture sans passer forcément par ce qui était auparavant les étapes obligatoires du court-métrage, puis du long-métrage, du premier long, puis des longs-métrages suivants. Voilà dans les grandes lignes. Ensuite, on peut si vous le voulez, rentrer un peu plus dans le détail des différents dispositifs selon ce que vous souhaitez, mais voilà ce que je voulais dire en quelques mots, en synthèse, voilà des chantiers de régulation importants, et on va pas lancer un chantier, ça va pas être le grand soir de la réforme des aides à l'écriture, mais je dirais en filigrane des objectifs à avoir toujours en tête, avec des améliorations, des renforcements, des simplifications, une meilleure lisibilité qui va se bâtir petit à petit. Il ne s'agit pas de faire une grande concertation qui aboutira à une immense réforme de l'ensemble de nos dispositifs d'aide à l'écriture qui
par ailleurs fonctionne bien, même si on peut toujours y trouver des sources d'amélioration, mais voilà, une volonté d'amélioration, on va dire, continue de nos dispositifs. Peut-être juste une question pour rebondir, puisque tu parlais de collaboration et donc de dispositifs qui s'ouvrent davantage, effectivement, non seulement sur les différents répertoires et puis sur le fait de favoriser aussi la collaboration entre métiers. C'est une question plus globale, parce que c'est vrai qu'il y a deux mondes qui sont encore très séparés dans les dispositifs et aussi beaucoup dans les discours, avec d'un côté l'audiovisuel et de l'autre côté le cinéma. Oui. Et puis des dispositifs qui sont effectivement pas les mêmes, des économies qui ne se ressemblent pas non plus. Mais est-ce qu'il y a aussi la volonté chez vous, parce que c'est vrai qu'on le voit autant chez les producteurs, chez les auteurs ou chez les comédiens, de travailler aujourd'hui à la fois dans le cinéma et l'audiovisuel, d'aller aussi, en tout cas, sur une réflexion qui inviterait, en tout cas, peut-être à avoir des dispositifs qui puissent s'appliquer aux deux, ou pour favoriser, on va dire, voilà, ce qu'on parle souvent de pas de côté en ce moment. Oui, tout à fait. D'être un pied dans les deux secteurs. Alors, déjà, d'une part, je pense que les frontières entre le cinéma et l'audiovisuel structurent et vont continuer à structurer l'action du CNC avec une définition de l'œuvre cinématographique qui est quand même extrêmement précise dans le code du cinéma. Je pense que personne, ni nous, ni la profession, ne souhaite abattre ce mur et créer un espèce de champ totalement libre et unique entre le cinéma et l'audiovisuel. Ça, pour moi, c'est hors de question, et on le sait bien, et toute l'économie du secteur repose par ailleurs, c'est pas une construction administrative artificielle, toute l'économie du secteur repose sur cette distinction avec tout ce qui en découle concernant la chronologie des médias, les modalités de préfinancement des œuvres, les remontées de recettes, enfin voilà, c'est, je dirais, tellement structurant que ça serait, à mon avis, être un peu le docteur Folamour que d'appuyer sur le bouton et faire sauter le mur étanche entre cinéma et audiovisuel, et c'est pas moi qui appuierai sur le bouton. Mais en revanche, la question qui se pose, en réalité, pour moi, elle est double. C'est à la fois tout au long, ou en tout cas à différentes étapes du parcours de création d'une œuvre, s'interroger, et quand je dis s'interroger, pour moi c'est une vraie question, voilà, parce que plus j'en parle au sein de la profession, moins j'ai à ce stade d'avis très tranché et d'opinion unique. Donc s'interroger sur la possibilité pour une œuvre de basculer d'un champ à l'autre, voilà, de finalement avoir un projet qui dans une phase d'écriture peut être destiné dans l'esprit de l'auteur, par exemple au cinéma, et basculer sur une œuvre audiovisuelle. Et dans un tel cas, la question que moi j'estime que le CNC a tranché, c'est faut-il adapter nos dispositifs d'aide pour ne pas entraver cette bascule du cinéma vers l'audiovisuel vers le cinéma, encore une fois, pas dans la phase finale de finalisation de l'œuvre naturellement, mais au long de son processus de création. Et là-dessus, voilà, moi j'ai pas de religion très arrêtée, si ce n'est de constater que c'est finalement une question qui ne se pose que très rarement, très ponctuellement. En revanche, et d'ailleurs le Fonds d'aide à l'innovation documentaire l'illustre, il peut y avoir un intérêt, on va dire, dans le soutien à des formes de création peut-être plus aventureuses, je vais le dire comme ça. Il
peut y avoir un intérêt à permettre aux auteurs de ne pas déterminer en amont, au moment de la conception de leur projet, sa finalité entre cinéma et audiovisuel, son format, court-métrage, long-métrage. Et ça, typiquement, c'est quelque chose que le Fonds d'aide à l'innovation documentaire permet. Ce qui n'est pas du tout le cas des autres dispositifs d'aide à l'écriture qui étaient historiquement la direction du cinéma. Quand on dépose un projet à l'aide au développement, au soutien au scénario, à fortiori à l'avance sur recette, on dépose un projet cinématographique et qui a vocation à avoir une première exploitation en salle. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, si ce n'est pas le cas, il y a une obligation de remboursement des aides. Mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement, ce qu'on peut observer au Fonds d'aide à l'innovation documentaire, et par exemple qu'on voit très bien dans la programmation de la CID, ce sont des œuvres originales qui ont eu au tout début de leur genèse finalement une hésitation entre le format et la destination finale, et c'est vrai que ça donne aussi aux créateurs un peu plus de liberté, et ça peut être dans certains cas un gage de réussite ou un moyen de réussite de l'œuvre finale. Alors ensuite, il y a aussi la question de faciliter pour un auteur ou pour un réalisateur, voire, je le disais, pour des artistes qui appartiennent à d'autres disciplines, de faciliter leur entrée, si je puis dire, dans la création cinématographique. Et donc ça, c'est désormais le cas, comme je le disais, dans le cadre du soutien au scénario, où au niveau de l'aide à la réécriture, on peut déposer un dossier en étant écrivain, metteur en scène de théâtre, auteur de pièces radiophoniques, sans avoir tout le parcours qui est normalement exigé d'un premier long et de plusieurs courts-métrages. C'est aussi finalement alors ce n'est pas un dispositif dont j'ai responsabilité, mais c'est aussi de ce point de vue-là l'une des motivations de l'aide au parcours d'auteur, donc d'aider finalement des démarches artistiques un peu expérimentales, renouvelées, et qui vont au-delà de la seule problématique cinéma versus audiovisuel. Voilà. Après, sinon, dans les faits et sur la mécanique de nos soutiens financiers, ce sujet, il a été en réalité traité depuis fort longtemps sur le champ du cinéma d'animation, avec cette passerelle qui permet d'utiliser du soutien audiovisuel disponible pour financer un projet cinématographique. Bon, tout ça pour dire que vous voyez, il y a des comment dire, cette question de l'hybridation, ou en tout cas du passage du cinéma à l'audiovisuel, et réciproquement, ça a de multiples facettes selon qu'on parle du processus de création d'une œuvre, des auteurs, réalisateurs eux-mêmes, ou de certains genres particuliers, de certains genres précis tels que l'animation et le documentaire. Le documentaire, je l'évoquais sur l'aspect Fonds d'aide à l'innovation documentaire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ou est-ce qu'il n'y a pas de questions ? Non, moi, je voudrais juste dire une chose sur parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de rapports actuellement qui... Tout à fait. Effectivement, c'est un peu la saison, mais il y a une proposition qui est très intéressante dans le rapport du sénateur que j'ai pas eu le temps de lire, mais que j'ai juste survolé, mais qui entend finalement conditionner l'octroi des aides. Là, on est vraiment dans le cinéma. L'octroi des aides au respect, en tout cas des accords professionnels qui peuvent être conclus
et notamment des niveaux de rémunération minimaux qui sont fixés à l'intérieur. Et ça, c'est effectivement très important, parce qu'aujourd'hui, autant il est nécessaire de respecter l'ensemble des règles du droit social pour avoir accès aux aides du CNC. Là, c'est vrai qu'on est aussi engagé dans un mouvement. Il y a eu plusieurs négociations et concertations. Dans le cinéma, c'est encore en cours. On n'a pas encore abouti à un accord, mais on a signé assez récemment, en mars, un accord dans le domaine de la fiction, on discute dans l'animation. Donc on voit qu'il y a un mouvement pour essayer quand même de créer des cadres collectifs qui fixent aussi des rémunérations minimales en dessous duquel un producteur ne peut pas payer moins un auteur ou un scénariste qui va travailler sur un projet. Et c'est une proposition qui est très intéressante, parce qu'effectivement, dès lors qu'on conditionne l'octroi de l'aide au respect d'un certain nombre de règles minimales, je pense qu'on rentre dans un dispositif assez vertueux et assez incitatif, en tout cas, à se comporter conformément aux accords professionnels qui sont conclus. Donc on voit que dans toute cette profusion de rapports et de propositions qui sont sur la table, il y a des choses qui sont à la fois assez innovantes, mais qui vont vraiment dans le sens d'un encadrement et finalement d'avoir un système où à la fois sur le partage de la valeur et sur le respect de règles minimales, on arrive à avancer, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un secteur où, en tout cas pour les auteurs, il y a finalement assez peu de règles qui s'appliquent. Donc il est temps qu'on ait ces discussions, qu'on parvienne aux accords, et puis que l'outil de régulation qu'est le CNC, finalement, joue aussi son rôle, en tout cas, de faire respecter les accords et en face un critère aussi dans l'attribution de ces aides. Et de la même manière, mais là c'est fait depuis 1 an et demi, le respect des clauses types dans les contrats d'auteur est effectivement aussi une condition d'octroi des aides du CNC, ce qui d'ailleurs, à mon sens, fait écho à la récente déclaration commune de plusieurs organisations professionnelles sur ce sujet. Ouais. Tout à fait, c'est vrai qu'on a pris les devants aussi en améliorant la législation, puisque désormais, si vous n'êtes pas forcément fait sur les évolutions de la législation et des nouvelles règles, désormais, il y a l'obligation, dans tous les contrats de production audiovisuelle, alors audiovisuel au sens audiovisuel, mais aussi cinématographique, d'insérer des clauses types sur lesquelles il y a eu un accord collectif entre auteurs et producteurs, qui garantissent que aussi bien le droit moral que le droit à rémunération proportionnelle des auteurs soient pleinement respectés. Et si le CNC s'aperçoit que dans un contrat qui lui est soumis, ces clauses types ne sont pas intégrées, à ce moment-là, il n'y a pas de soutien public, finalement, il n'y a pas d'octroi de subvention à un projet qui ne respecterait pas finalement le droit d'auteur en n'intégrant pas ces clauses types. Et c'est vrai que c'est un pas important. Et après, comme d'habitude, c'est important d'avoir inscrit la règle de droit. Après, c'est toujours important de vérifier que la règle de droit s'applique dans les faits et qu'il n'y ait pas de passagers clandestins ou de gens qui contournent la règle. Mais c'est vrai que le socle, en tout cas, aujourd'hui existe. Et pour être complet, il y a à la fois le volet CNC, mais il y a aussi le volet ARCOM, puisque là, si l'ARCOM s'aperçoit que dans les contrats sur des œuvres qui font partie des obligations d'investissement des chaînes de télévision ou des plateformes, les contrats d'auteur aussi là ne sont pas conformes au droit d'auteur à la française, à ce moment-là, l'ARCOM a la possibilité de dire à cette chaîne ou à ce diffuseur ou à cette plateforme que l'œuvre ne pourra pas être prise en compte dans le calcul de ces obligations d'investissement. Donc c'est quelque chose de très fort, en tout cas, de très incitatif. Et c'est vrai que sur les deux volets de régulation CNC avec le soutien économique et régulation audiovisuelle avec l'ARCOM, avec la prise en compte des obligations d'investissement, c'est vrai qu'au niveau de la loi et au niveau des accords professionnels, on a renforcé l'application des principes finalement du droit d'auteur à la française et des principes de beau marché, ce qui pour la SACD est plutôt logique. Voilà. Et sinon, enfin moi qui ai à ce stade une question, quand on parle diversité, alors certes on parlait de diversité de la création, mais au-delà de cette question, la diversité de la création, pour moi, j'entends aussi dans le champ des
des actions du CNC, la question de la diversité des publics et du reflet de la diversité de la population française. C'est aussi un sujet qui personnellement me tient à cœur et puis qui est aussi un sujet de réflexion et d'action, en tout cas pour le CNC, notamment avec le dispositif Image de la diversité, donc qui s'efforce de promouvoir et de soutenir des œuvres qui finalement proposent des récits qui mettent en valeur qui proviennent de la diversité de la population française. Et cette question, plus largement, je trouve qu'il faut qu'elle diffuse très largement au sein de l'organisation de l'octroi de nos aides, notamment en veillant à une diversité de profils au sein de nos commissions d'examen des projets. Et quand je dis diversité des profils, alors désormais toute commission d'aide au CNC est paritaire, donc il y a cette question l'égalité entre hommes et femmes, elle est de ce point de vue-là réglée, si je puis dire. Mais au-delà de cela, quand je parle de diversité des profils, c'est évidemment diversité en termes d'âge, en termes d'origine sociologique, d'origine ethnique, etc., pour que vraiment les avis qui peuvent être formulés sur toutes les demandes d'aide qui nous parviennent puissent là aussi refléter une diversité de population. C'est un sujet extrêmement délicat à manier par ailleurs en France, parce que évidemment, vous le savez, il est hors de question de définir une espèce de discrimination positive dans l'octroi des aides. C'est vraiment pas notre volonté, et ça ne serait de toute façon pas permis. Mais en revanche, plus subtilement, la question c'est vraiment celle-ci. Et il faut vraiment, je crois, de ce point de vue-là, battre en brèche ces mauvaises critiques sur le cinéma français vu comme un cinéma germano-pratin d'hommes blancs cinquantenaires. Voilà, il faut que collectivement on veille aussi à cela et alors veiller à cela, c'est y veiller par je dirais le choix, la composition des commissions d'aide, mais c'est aussi tout le volet d'accompagnement des structures de tout type, associatives, des structures de formation qui permettent aussi à des auteurs et des autrices de toutes origines de pouvoir créer et accéder au financement, accéder à nos dispositifs d'aide. Alors là, j'étais sur un tout autre volet, mais c'est vrai que quand on parle de diversité, la diversité de la création, bien sûr, mais le reflet, ou en tout cas la question de la diversité de la population me semble tout aussi importante. Oui, diversité de la population, puis tu en parles aussi de la diversité des publics, parce que c'est vrai que c'est souvent le grand absent, en tout cas, des réflexions ou des concertations qu'on peut avoir, où effectivement la diversité des représentations professionnelles des uns et des autres sont largement assurées, mais c'est vrai que le public, le spectateur, finalement, est toujours aussi un peu absent, alors qu'on peut sans doute se poser le principe que le cinéma, c'est plutôt effectivement une économie de l'offre, mais ce qui n'interdit pas non plus de se poser la question de savoir effectivement comment on peut s'adresser, comment on peut aller chercher des publics qui sont peut-être pas forcément, ou soit qui ne vont plus au cinéma ou n'y sont pas encore allés. Est-ce que vous avez des réflexions sur ce, parce que vous faites beaucoup de choses aussi en direction de la jeunesse, il y a tous les dispositifs effectivement que vous avez, l'école au cinéma, collège au cinéma. Là, alors effectivement, il y a pléthore de dispositifs et d'initiatives et qui sont à la fois des dispositifs nationaux que l'on mène en collaboration pour ma classe au cinéma avec l'éducation nationale, avec toujours d'ailleurs une ambition qui est une ambition, je dirais, un peu programmatique, politique, qui est reprise par que le rapport
sénatoriale que j'évoquais, qui vient de sortir, fait sienne, d'avoir 100% d'une classe d'âge qui, chaque année, puisse suivre un dispositif d'éducation à l'image. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'ordre de 10 à 15% et on est encore loin de la totalité d'une classe d'âge. Donc, au-delà de cet objectif politique qu'il faut quand même, on sait la difficulté à l'atteindre, ça peut même sembler un peu utopique par certains aspects, mais en tout état de cause, c'est un objectif qu'il faut évidemment qu'on ait en tête, avec aussi, je dirais, la nécessité d'étendre les dispositifs d'éducation à l'image en temps scolaire à toutes les classes d'âge, et c'est le cas puisque désormais, alors pas encore sur tout le territoire, mais ça progresse, ce sont des dispositifs qui vont de la maternelle à l'université, de maternelle au cinéma et étudiants au cinéma, la rentrée universitaire prochaine dans 5 régions. Alors ces dispositifs, il faut les maintenir, il faut les renforcer, et c'est un travail, je dirais, de longue haleine et quotidien. Au-delà de cela, effectivement, on pense toujours à la jeunesse, au jeune public, parce que c'est une problématique constante que de faire en sorte que le public des cinémas à essai, le public des films d'auteur ne vieillisse pas et ne finit pas par avoir l'âge moyen des chaînes généralistes, ce qui serait évidemment problématique en termes de renouvellement des publics. Mais au-delà de ça, la question, à mes yeux, elle est effectivement beaucoup plus vaste que la seule barrière de l'âge. Elle est aussi géographique, elle est sociale, elle a trait là aussi à toute la diversité de la population. Et c'est pour moi à la fois une question en termes de création, c'est-à-dire de veiller à ce que, comme je le disais auparavant, nos dispositifs d'aide permettent à tout type d'œuvre reflétant des sensibilités de toutes sortes de pouvoir exister, d'une part, et d'autre part, une question effectivement de diffusion au sens large, et qui passe par à la fois des actions de médiation dans les salles de cinéma, d'où la priorité extrêmement forte que l'on donne dans la renégociation des conventions triennales CNC État-Région au programme de financement des médiateurs dans les salles de cinéma. Ils sont 70 aujourd'hui, à l'heure où on se parle. L'ambition que l'on souhaite porter auprès des collectivités, c'est de tripler le nombre de médiateurs dans les 3 ans à venir. C'est aussi le soutien à toutes les structures associatives de médiation, c'est le soutien au festival de cinéma de tous ordres, du festival de Cannes au festival de Clermont-Ferrand, pour prendre un cas dont on parle beaucoup actuellement. Je crois qu'il y a une question. Oui. Julia Sten, c'était Halifax. Où en est-on des engagements de programmation des salles et surtout de leur contrôle? C'est un sujet récurrent où, effectivement, dans une offre pléthorique, il y a parfois des films qui ne fonctionnent pas et qui disparaissent quasi immédiatement. Donc les salles ont pris des engagements. Où en est-on de contrôle de ces engagements? Alors, le respect. Oui, tout à fait. Alors, sur les engagements de programmation actuels, c'est-à-dire ceux qu'on s'efforce de négocier avec les exploitants qui sont soumis, qui représentent 60% des cinémas et approximativement plus de 85% de la fréquentation annuelle. La majorité, la très large majorité du parc de salles est soumise à engagement de programmation. C'est pas uniquement les grands circuits nationaux. Je précise parce que c'est pas forcément su. Quels sont ceux qui n'y sont pas? Alors, ceux qui n'y sont pas, alors c'est soit les cinémas qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas programmés par un groupement ou une entente de programmation, parce que par définition, les groupements et ententes de programmation
c'est-à-dire GPCI, Cinediffusion, VO, Noé Cinéma, mais aussi UGC Diffusion, etc., sont soumis à engagement de programmation. C'est le cas de tous les cinémas de 6 écrans et plus. Donc vous voyez, il ne reste plus que les cinémas de 1 à 5 écrans qui n'appartiennent pas, enfin qui ne sont pas programmés par un groupement ou une entente de programmation. Ça fait plus grand monde en réalité, ça fait ça fait des salles isolées, enfin des cinémas isolés, en général plutôt dans des zones rurales ou des petites agglomérations. Donc ces engagements de programmation actuellement négociés, ils le sont sur la base des lignes directrices que le CNC avait publiées en avril 2022, donc il y a maintenant 13 mois de ça. Sur cette base, on a agréé des engagements de programmation pour un peu plus de la moitié des opérateurs qui étaient soumis. La difficulté à laquelle s'attaque le rapport Lasserre et le rapport sénatorial qui vient de sortir, c'est les moyens pour le CNC d'imposer, si la concertation ne le permet pas, des engagements de programmation aux opérateurs qui nous formulent une proposition qui n'est pas conforme à nos lignes directrices. Donc aujourd'hui, on a ce pouvoir de fixer unilatéralement les engagements de programmation pour ce qu'on appelle, enfin pardon c'est un peu technique, mais les exploitants propriétaires, c'est-à-dire ceux qui ne programment que les cinémas dont ils sont propriétaires. Donc on a, c'est une notoriété publique, et c'est public d'ailleurs, on a dû fixer unilatéralement les engagements de programmation de Kinépolis, parce que malgré plusieurs mois de dialogue avec ce circuit, il ne nous proposait pas des engagements qui étaient conformes au cadre qu'on avait fixé, cadre qui a été adopté par, je le disais, la moitié des opérateurs qui vont des groupements entente de cinéma de 6 écrans et plus jusqu'à un circuit comme UGC dont les engagements de programmation est agréés. Ensuite, la question que vous posez, c'est une fois qu'il y a un engagement de programmation qui est agréé, comment on le contrôle et comment on le fait respecter. Alors le contrôle, il se fait, je dirais, comme tout contrôle du code du cinéma par notre service de l'inspection qui peut être diligenté pour aller contrôler le respect des engagements de tel ou tel opérateur. De manière aléatoire De manière aléatoire, systématiquement pour toutes les... De la même manière qu'opèrent tous les services de contrôle administratif, c'est-à-dire non pas de manière systématique, mais par un choix avisé. Voilà, il est évident que si on souhaite contrôler le respect de la multidiffusion, on va plutôt aller regarder du côté des multiplexes et la programmation d'un blockbuster américain davantage qu'un film recherche sur un mono-écran. Au-delà de ça, donc ensuite, dans le dispositif actuel et dans l'état actuel du code du cinéma, si le service de l'inspection du CNC constate un manquement, après une procédure contradictoire, ça fait partie des actes de non-respect du code du cinéma qui peuvent être traduits devant notre commission de contrôle de la réglementation, qui a ensuite une commission indépendante présidée par un magistrat et qui ensuite peut prononcer des sanctions administratives qui vont de l'avertissement à des amendes pécuniaires, une interdiction ou un remboursement des aides, etc., etc. Pour l'instant, il n'y a pas eu de sanctions. Sur le volet des engagements de programmation, à l'heure où on se parle, non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Non, il n'y a pas eu de cas porté devant la commission de contrôle. Et d'ailleurs, c'est sur cette question d'une meilleure efficacité dans la sanction qui a poussé Bruno Lasserre dans son rapport de faire une proposition qui, voilà, aujourd'hui est sur la table, mais qui n'a pas donné lieu à une mesure, puisqu'on n'en a pas encore notamment
discuté avec la profession, une mesure qui viserait non pas à sanctionner, comme je le disais, par un PV, un procès verbal du service d'inspection, une procédure contradictoire, un passage devant la commission de contrôle et ensuite une sanction. Mais la proposition de Bruno Lasserre, c'est de veiller à plus de souplesse et d'efficacité en imaginant un conditionnement ou une modulation des aides. Donc, je suis un exploitant, je ne respecte pas mon engagement de programmation. Dans ce cas-là, j'ai pas une sanction administrative, mais mes aides, alors à voir lesquelles, comment, etc. Le Bruno Lasserre ne rentre pas dans ce niveau de détail. Mes aides peuvent me m'être retirées temporairement ou pas, ou modulées à la baisse. Globalement, vous avez le sentiment que cet accord, qui était il y a un an, c'est ça? C'est pas un accord. C'est les lignes directrices que j'évoquais, c'est une décision du CNC, c'est le cadre que le CNC a rendu public, qu'on s'applique à nous-mêmes pour agréer les engagements de programmation. Alors qu'auparavant, on était dans le cadre, on faisait cela dans le cadre de l'accord de mai 2016, qui était un accord interprofessionnel qui avait été signé par la totalité de la profession, de la SACD, de la FNCF, du bloc oblique. Là, on a préféré pour plus d'efficacité, et parce qu'on sentait bien qu'il n'y avait pas un consensus de la profession qui aurait permis d'aboutir à ce qu'on avait réussi à obtenir en 2016. Donc on s'est défini nous-mêmes un cadre, avec tout l'intérêt d'avoir un cadre connu, public, auquel tous les exploitants sont censés se soumettre s'ils sont soumis à engagement de programmation. Et en tant que rapport d'étape aujourd'hui, vous estimez que après je me tais, vous estimez que ça fait évoluer les choses déjà aujourd'hui, à part le cas peut-être. Quoi donc? Ces engagements, est-ce qu'ils sont mieux respectés? Est-ce que c'est... D'un côté, on peut évidemment, on peut pas, nous CNC, nous pouvoirs publics, on peut pas se satisfaire que la totalité des exploitants qui sont soumis à engagement de programmation n'aient pas d'engagement de programmation. C'est évidemment totalement insatisfaisant. D'où la proposition. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre réglementaire qui est le nôtre, la seule contrainte que l'on ait, quand un opérateur ne nous soumet pas d'engagement de programmation satisfaisant, c'est d'interdire son activité. Bon, vous imaginez bien que parce que nos négociations n'aboutissent pas avec ou tel circuit, de pousser à sa fermeture, ça nous semble évidemment pas pertinent. Donc ce que dit le rapport de Bruno Lasserre, sa proposition, elle est plus pragmatique et plus réaliste. C'est de dire, ce qu'il faut, c'est que la réglementation permette au CNC, quand le dialogue et la concertation échouent avec tel ou tel opérateur, tel ou tel circuit, c'est de lui permettre de fixer unilatéralement pour tous les exploitants, alors que pour l'instant, on ne peut le faire que pour certains d'entre eux. Pour le dire très clairement, aujourd'hui, on a pu le faire pour Kinépolis, on n'a pas pu le faire pour Pathé, on n'a pas pu le faire pour CGR. En tout cas, ça annonce des mois à venir riches de concertation et d'échanges en tout genre. Et de dialogues qui pourront être tendus ou pas sur certains sujets, effectivement. Tout à fait. Je vais mettre un terme à cette réunion parce que je crois qu'en plus il y a une montée des marches assez précoce ce soir, donc je voudrais mettre tout à fait. en retard personne. Pour un film français, donc. Tout à fait. Sinon je ne l'aurais pas dit. Je vous remercie tous d'être venus. Merci Lionel merci de ton accueil, d'avoir livré ton expertise et ton regard, et bonne fin de festival à tout le monde. Voilà. Merci. Merci.